Alors bonjour, rebonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Je m'excuse juste par avance pour les personnes qui seraient peut-être venues au départ pour le sujet sur Nexis et SysAmu. On a eu malheureusement des annulations de dernière minute qui nous ont obligés à changer de sujet, mais nous allons traiter d'un sujet qui n'est pas moins important. Bien au contraire, puisqu'il s'agit de résilience de la population, de résilience citoyenne. Nous allons essayer de faire un peu le point sur cette notion et savoir quelles avancées nous avons pu connaître ces derniers temps. Pour discuter donc de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir cette belle assemblée. Je vais commencer par vous, Madame la préfète Michèle Merly. Vous êtes présidente du Conseil national de protection civile. Monsieur le préfet Marc Meunier, merci d'être ici, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Nous avons également Monsieur Richefou, Olivier Richefou, président du département de la Mayenne et président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Le docteur Henri Julien, vous êtes président de la Société française de médecine de catastrophe. Le docteur Patrick Erdgen, qui nous rejoint à l'instant, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France. Et nous avons la joie d'accueillir monsieur Michel Doré. Vous nous venez d'outre-Atlantique, du Canada. Vous êtes notamment professeur en gestion des risques majeurs à l'Université du Québec à Montréal, président du Canadian Risk and Hazard Network, co-président de la plateforme canadienne de réduction des risques de catastrophes. Et vous avez été surtout et également sous-ministre associé à la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie au niveau provincial et fédéral, ainsi que sous-ministre adjoint région et programme de Santé Canada à Ottawa. Voilà, rien que ça. Merci à tous d'être ici. Alors pour commencer cette table ronde, j'aimerais peut-être qu'on essaie de définir un peu ce terme de résilience et surtout d'avoir une idée des résonances que peuvent avoir ce mot pour chacun d'entre vous et en fonction de vos fonctions et des structures que vous représentez, des institutions que vous représentez chacun. Alors peut-être Madame la préfète Merly, vous présidente du Conseil national de protection civile, ce terme de résilience, en quoi est-ce qu'il est important, en quoi est-ce qu'il vous impacte ? Micro. Le terme de résilience, c'est vraiment la capacité de rebondissement. C'est la capacité de se sortir d'une situation qui est complexe et compliquée, mais pour s'en sortir, encore faut-il avoir un certain nombre de connaissances, un certain nombre de capacités de mobiliser les aspects dans tout ce qui est cassé, ce qui peut être utile à la réparation. Mais ça veut impacter le citoyen, celui qui veut s'engager, le bénévole, le secouriste qui lui est particulièrement formé, donc toutes les associations qui sont membres du Conseil national de la protection civile, c'est-à-dire toutes les grandes associations nationales, Croix-Rouge, Protection civile, 2F2S, les grandes associations spécialisées dans le domaine de la protection civile, ils sont tous concernés par la résilience, parce que l'engagement, c'est un engagement à se protéger mutuellement et à apporter collectivement une intelligence qu'individuellement, on ne peut qu'amorcer. Donc, pour que quelque chose, pour une action de résilience soit complète, elle doit à la fois être un engagement de l'individu et une coopération de l'individu avec les autres individus dans la capacité de chacun à apporter sa part de connaissance à la nécessité d'une connaissance beaucoup plus large et partagée. Donc ça veut dire une formation, ça veut dire bien sûr d'abord l'engagement, la formation, une formation renouvelée, une attention aux autres et un respect des intervenants qui ont d'autres actions que les vôtres à mener. Donc, somme toute, des qualités qui sont des qualités humaines particulièrement fortes pour créer une forme de démocratie, me semble-t-il. Tout à fait, merci. Je passe à vous, monsieur le préfet Meunier. Donc, vous êtes secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris. J'imagine que pour vous, cette notion de résilience prend un sens un peu différent, en tout cas, puisqu'on va parler peut-être plus de résilience de l'État. Oui, exactement. Alors, je rejoins tout à fait Michel Merly sur la définition de la résilience.
En revanche, j'ai une autre approche, comme vous le soulignez, en termes d'acteurs de cette résilience. Donc, sur la définition elle-même, pour moi, la résilience, la capacité face à un choc, une crise, enfin à toute source de désorganisation, la capacité à la fois de l'individu, de la société tout entière, des services de l'État, de se préparer à ce choc, d'absorber ce choc et puis de s'en remettre, si on peut dire, et de trouver un nouvel équilibre. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la résilience des populations, des individus, qui est le thème de cette table ronde. En revanche, je travaille beaucoup avec les administrations sur leur propre capacité de résilience, administrations ou autres gestionnaires de la crise. Je pense notamment aux grands réseaux, aux grands opérateurs de réseaux dans les télécommunications, les transports, l'énergie, etc. Et ce que je peux dire, c'est que finalement, ces deux approches de la résilience, d'un côté résilience des individus, de l'autre côté résilience des acteurs de la gestion de crise, sont étroitement liés et on a besoin des deux. Les opérateurs, les gestionnaires de crise ne peuvent à eux seuls régler une crise si la population ne s'en mêle pas. Et puis dans un État comme celui qu'on connaît en France, les individus ont besoin de leur côté de s'appuyer sur les services de l'État. Il y a une vraie demande d'action de l'État lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un choc. Et donc, il faut traiter les deux. Il faut qu'il y ait une relation à la fois étroite et de confiance entre les individus et les structures pour gérer au mieux la résilience. Merci. Monsieur Richefou, alors, je suis justement très intéressé de savoir aussi, vous, comment vous considérez cette question en tant que, notamment président de la Mayenne, mais aussi de président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Moi, par rapport à ce qui vient d'être évoqué par les deux préfets, je crois d'abord qu'on partage bien évidemment ces définitions. J'y ajouterais peut-être deux aspects, qui est un aspect premier lié aux technologies. Moi, je crois que les technologies nouvelles doivent permettre sans doute d'être plus performants et de mieux entourer et de mieux faire en sorte que les différents acteurs puissent travailler ensemble. Je pense bien sûr à tous les outils télématiques, informatiques, peut-être aussi aux outils de réalité virtuelle qui se développeront de plus en plus demain. Et je crois aussi qu'ils permettront par exemple d'être virtuellement dans un même espace afin de collaborer dans une opération de secours, même si on est à distance. Et puis je crois aussi que ça suppose un travail de préparation. Et que ce travail de préparation, il passe nécessairement par des opérations qui consistent à s'entraîner, à travailler ensemble, parce que c'est pas quelque chose d'habituel sur nos territoires. On a tous des organisations différentes. D'un territoire à l'autre, les organisations ne sont quelquefois pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes. Et je crois que quand les acteurs se connaissent et s'entraînent ensemble, se préparent ensemble, ils agissent mieux ensemble ensuite. Voilà, donc c'est le message que je souhaite à cette occasion faire passer. Merci. Docteur Henri Julien, vous, au niveau de la Société française de médecine de catastrophe, votre vision de cette notion de résilience ? Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, il y a un aspect individuel à la résilience, mais il y a aussi un aspect collectif. Avec la résilience, c'est en fait une définition physique au départ. C'est-à-dire c'est la capacité d'un métal, quand on le déforme, à revenir à sa forme initiale. C'est ça la résilience en physique. Boris Cyrulnik, que tout le monde connaît, a inventé la résilience psychologique. C'est lui qui a parlé, le premier psychologue et psychiatre, de la résilience individuelle, c'est-à-dire la capacité pour l'individu, après qu'il ait subi un choc, comme vous l'avez si bien dit, ou une agression, revenir à la normale. Mais il y a aussi un aspect collectif, c'est tout à fait évident. Il y a des exemples bien connus, comme par exemple l'incendie qui a eu lieu à Los Angeles au début du siècle précédent, et qui a rasé la ville, qui était construite en bois, et que vraiment il n'y avait plus rien. Et 6 ans après, ils ont organisé l'exposition universelle. Je veux dire,
6 ans après, la ville était reconstruite, capable avec des magasins, avec une activité économique, etc. C'est-à-dire, ça, c'est un exemple de résilience collective. Mais il y a aussi Tachkent. Tachkent qui, en 1960 et quelque chose, excuse-moi, je ne me souviens plus très bien de la date, commence à vieillir, et donc qui a été rasé par un tremblement de terre, et qui, si vous allez à Tachkent aujourd'hui, c'est complètement reconstruit. Il n'y a pas une seule trace de ce tremblement de terre, sauf, qui a vraiment rasé la ville, sauf le monument qui le signale avec... bon. Et la ville a été reconstruite par ce qu'ils appellent les républiques sœurs à l'époque, a été reconstruite à 4 ans. Ce qui est des exemples de résilience collective. Et si on regarde de plus près de nous, on sait bien qu'après le passage du cyclone Irma, eh bien, il y a des îles, parce que l'insularité, si vous voulez, favorise, comment on peut dire, met en exergue la capacité de résilience, puisque ça se passe en circuit fermé, si je puis dire. Et donc, eh bien, les îles qui ont été touchées par Irma ne sont pas revenues au même niveau, selon que la population s'y soit mise ou pas, et qu'elle ait attendu des aides qui arrivent d'ailleurs. Et donc, cette capacité de résilience, bien sûr qu'elle peut se manifester à titre collectif, et que la médecine de catastrophe, eh bien, s'intéresse de près à cette affaire. Et comme l'a dit très bien le président, c'est quelque chose qui se prépare. C'est quelque chose qui se prépare. C'est-à-dire qu'on peut améliorer sa capacité de résilience individuelle, bien entendu, et collective, en développant les réseaux, comme l'ont si bien dit les préfets, en développant aussi les compétences, et en développant un peu plus que l'empathie, je dirais. Hein. L'empathie, c'est bien, mais il faut aussi l'altruisme, aller aux autres, travailler ensemble et puis essayer de faire que... Parce que quand on est plus nombreux, on trouve plus de solutions et on peut s'entraider, on sort du marasme. Voilà. Donc, effectivement, il y a un aspect collectif aussi de la résilience. Alors, justement, cet aspect collectif, il a été aussi mis à l'épreuve. On l'a vu suite notamment aux attentats de 2015. La population s'est quand même rendu compte qu'elle devait se former ou du moins se sensibiliser. Les sapeurs-pompiers ont été du coup sollicités pour essayer d'augmenter cette résilience, notamment avec les sensibilisations. On ne va pas parler de formation, mais en tout cas dans les centres de secours. Docteur Ergen, votre analyse sur cette situation, est-ce que ce qui a été offert à la population à travers ces formations aux gestes qui sauvent est un outil qui permet d'augmenter cette résilience citoyenne sur le long terme surtout? Poser la question, c'est y répondre, puisque effectivement, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est un outil de résilience. On a longtemps pensé chez les sapeurs-pompiers que ce n'était pas notre boulot. Il faut le dire les choses. Hein. On a longtemps pensé que notre rôle en matière de résilience se limitait à la prévention contre les incendies et les effets de la panique. L'activité classique, très ancienne des sapeurs-pompiers. Et puis pour le reste, on pensait que c'était à d'autres acteurs de le faire. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait probablement une place, et maintenant c'est une révolution qui est en train une révolution culturelle, si je peux parler comme ça, qui est en train de s'établir dans notre communauté, qui est effectivement de se rendre compte que nous sommes aussi des acteurs de cette résilience individuelle de la population. Alors, la résilience chez les sapeurs-pompiers, c'est le fait aussi que 80% de nos effectifs en France sont des sapeurs-pompiers volontaires, donc des personnes qui ont un autre métier ou une autre activité dans la cité et qui ne sont pas uniquement sapeurs-pompiers. Et ça, je pense que ça y contribue, parce que ça veut dire que beaucoup de personnes s'identifient à un sapeur-pompier qui n'est pas uniquement un professionnel de l'urgence, mais qui est aussi quelqu'un qui a les capacités. Ça a été dit tout à l'heure hein, dans les discours inauguraux. Le directeur général de la sécurité civile parlait de professionnels au sens de la capacité et de l'expertise technique. Nos presque 7000 points de distribution des secours, nos presque 7000 casernes sont également un facteur de résilience. Je pense à certains événements climatiques, par exemple, où vous avez des voies de circulation terrestre qui sont impraticables, et parce que vous avez des sapeurs-pompiers volontaires et parce que vous avez une caserne, eh bien vous avez des secours qui ne viennent pas pratiquement sur le territoire qui est isolé, mais qui sortent du territoire lui-même. C'est une forme de résilience. Mais effectivement, le rôle que les sapeurs-pompiers est en train de prendre dans cette formation des citoyens nous paraît important,
Nous pensons que nous ne devons pas être le seul acteur, et nous ne le sommes pas, heureusement. Nous serions absolument incapables, les quelques 250 000 pompiers en France, de le faire. Mais nous pensons que nous avons un rôle d'autant plus éminent que nous sommes identifiés comme la réponse du service public. Et c'est comme ça que je fais mon propos. On a longtemps été sur un schéma, dormez en paix, le service public va venir à votre secours. Et bien sûr que c'est à notre honneur. On est dans un pays qui est un pays de culture de service public, on a des théories juridiques sur le service public, on est vraiment un pays de service public. Mais peut-être que les événements de 2015 nous ont aidés à basculer, mais d'autres événements l'ont fait, et notamment des catastrophes naturelles. Ça ne suffit pas. Le service public le plus ultime, le plus abouti ne suffit pas. Voilà. Et nous sommes en train de nous en rendre compte, et il appartient, nous semble-t-il, au service public lui-même d'y contribuer, de montrer l'exemple et de montrer que chacun d'entre nous avons une bonne partie de la solution, ce qui n'empêche pas qu'on continue à avoir une réponse institutionnelle. Alors je vais continuer avec vous, Dr Braun. Le Dr Erdgen disait qu'effectivement, les pompiers qui ne pensaient pas être forcément acteurs de la résilience au départ se sont retrouvés à l'être et ils trouvent une légitimité. Les SAMU, dans cette notion de résilience, ont-ils aussi un rôle à jouer ? Ah oui, ce qui est intéressant alors je suis bien sûr d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est évident. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le rôle de la santé, finalement, dans cette résilience. Et on peut définir probablement 3 niveaux, en tout cas c'est ainsi qu'on l'imagine. La résilience individuelle, ça a été dit, avec bien entendu le rôle de la santé, des soins de qualité dans la résilience individuelle est essentiel et c'est notre mission tous les jours. Au niveau du domaine de la santé, alors physique bien entendu, psychologique avec la mise en place maintenant il y a quelques dizaines d'années des cellules d'urgence médico-psychologique, la mise en place en cours de centres de psychotrauma, ça a été rappelé, on est vraiment dans notre mission quotidienne. Après, la résilience de nos organisations, là aussi, l'organisation de l'aide médicale urgente, l'organisation hospitalière de la santé au sens large, et là je souscris totalement à l'idée qu'on ne peut pas être seul dans ces phases de résilience. Et puis, les attentats nous ont appris et nous ont montré le rôle probablement très important de la santé dans la résilience nationale. C'est-à-dire pouvoir donner à nos concitoyens la garantie que, quelle que soit la situation, y compris les situations les plus dramatiques, on va pouvoir les prendre en charge correctement, on va pouvoir les traiter correctement, les amener au bon endroit et faire les soins de façon la plus optimale possible. Et on s'est rapproché là aussi de réflexions qu'ont nos collègues israéliens, puisque en Israël, c'est apporté comme une nécessité de travailler sur cette résilience nationale et surtout de traiter les gens dans des situations dramatiques et en tout point du territoire, et c'est là bien sûr que nous ne pouvons pas travailler seuls, de leur amener toujours le soin de la meilleure qualité possible pour justement faciliter cette résilience individuelle, mais aussi la résilience de la nation qui voit la garantie d'être pris en charge correctement en toutes circonstances. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Doré, du coup, j'aimerais peut-être que vous nous dressiez, si je peux dire, une sorte de portrait de la résilience au Canada. Est-ce que vous considérez, donc au Canada en général, au Québec peut-être aussi en particulier, que vous disposez d'une population qu'on pourrait qualifier de résiliente? Je parle aussi en termes de pourcentage peut-être de la population formée, sensibilisée. Comment est-ce que vous vous placez? La résilience de la population ou d'une société se bâtit à la fois sur la résilience des organisations, mais aussi, surtout sur la résilience des individus. Et le concept de résilience, on l'attribue énormément aux connaissances et aux compétences, aux gestes que peut porter le citoyen envers autrui, mais il va plus loin que ça. La résilience, et ici j'interpelle la résilience individuelle et collective à l'égard des catastrophes, elle existe déjà. Et ce qu'on vise à faire, et c'est ce qu'on fait au Canada aussi, on vise à optimiser cette résilience-là dans la mesure où on veut réduire la période, on veut réduire la durée du chaos, la durée de l'inconfort, la durée de la détresse. À défaut d'intervention de nos meilleures intentions, les individus, les communautés vont s'en remettre de ces catastrophes ou de ces crises. Toutefois, le délai et l'inconfort vont perdurer longtemps. Alors, d'un côté, on veut renforcer la culture de sécurité civile, cette culture de résilience,
non seulement en termes de connaissances et de comportement, mais aussi d'attitude. Et à travers ces changements d'attitude-là, on veut célébrer la résilience existante, capitaliser sur celle qui existe, tout en trouvant des moyens de l'instrumenter, de l'améliorer, de la renforcer. Ça se fait notamment à travers le secourisme à l'école, le secourisme en milieu de travail, mais aussi avec une reconnaissance des contributions de chacun des éléments de la société civile. On pense, oui, aux organisations étatiques, mais aussi au monde associatif et à leur interopérabilité, terme qu'on utilise beaucoup dans l'intervention terrain, mais qu'au niveau de la résilience, je crois qu'il y a aussi une application. Et à cet égard-là, ce qu'on vise à faire au Canada de plus en plus, c'est de travailler sur cette synergie et de travailler plus en mode collaboratif. On travaille dans les structures gouvernementales avec des vocables comme rôle et responsabilité qui ont une tendance naturelle à venir mettre des obstacles ou à encourager la perpétuation du mode de travail en silo. Et maintenant, on invite les gens à reconnaître les contributions existantes et les contributions souhaitées dans le but d'améliorer et de renforcer cette résilience. Et c'est donc un virage qui est plus au sens sociétal et communautaire que uniquement dans l'intervention étatique. Ces éléments-là nous sont entre autres imposés au Canada par la distribution de la population, par la densité de population et bien entendu la difficulté d'assurer sur l'ensemble du territoire une desserte structurée ou étatique comme on peut le voir ici en France. D'accord, merci beaucoup. Cette notion justement aussi quand même de résilience citoyenne en France aujourd'hui passe beaucoup par la notion de formation, d'attestation, de diplôme. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est finalement un bon moyen pour obtenir une conscience, une culture de sécurité civile? Est-ce qu'il faut absolument en passer par ces notions d'attestation, de diplôme? On va engager la population à passer le PSC1. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a des attestations, des sensibilisations, mais il y a toujours un peu cette notion scolaire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens pour réussir à inculquer cette conscience collective dont on parlait et de la nécessité de savoir réagir en cas de catastrophe, d'autres moyens que ceux de passer par une formation, une attestation, de devoir passer un diplôme qui, deux fois, peut être un petit peu un frein aussi pour les gens? Qui pourrait répondre à cette question? Docteur Julien? Oui, non, mais on a des exemples de résilience obtenue par d'autres moyens que l'éducation. Je pense par exemple à la capacité qu'ont les îles Caraïbes françaises à supporter le passage du cyclone et de revenir à la normale après le cyclone. Il y a une alerte qui est faite, une surveillance météorologique qui débouche sur une alerte, mais on prépare les populations, on leur donne des consignes, on donne même des moyens de se protéger, on leur demande de se mettre dans une pièce bien au centre, de ne pas sortir au moment où il y a du vent, de se méfier du passage de l'œil du cyclone, d'avoir une petite réserve d'eau, d'avoir un poste de radio avec une pile qui marche sur pile. Et lorsque le même cyclone passe sur la Martinique ou sur la Guadeloupe, fait un mort ou deux, c'est des gens qui sont allés prendre des photos des cocotiers qui tombaient. Et quand il passe sur Haïti, il y a 250 morts. Je veux dire, si vous voulez, on a des exemples de préparation de la population qui ne passe pas par le diplôme ou par un enseignement, mais par une culture qu'on va entretenir et développer. Voilà. Et on a des exemples comme ça aussi pour des problèmes médicaux, sanitaires. Cette culture-là dont vous parlez, vous prenez l'exemple justement aussi des îles de territoire qui sont directement impactées. La population sait qu'elle court ce risque. En France métropolitaine, c'est peut-être un peu moins le cas. Enfin, peut-être que vous allez me contredire, mais c'est vrai que à Paris, par exemple, les gens se sentent protégés. Alors peut-être protégés par l'État, mais demain, une crue très importante qui viendrait impacter la plaque parisienne,
est-ce que la population serait prête? Est-ce qu'elle aurait sa radio avec ses piles? Est-ce qu'il y a des messages qui sont passés en ce sens-là vraiment? Et est-ce qu'ils ont un impact? Je vous laisse la parole. Oui. Pardon, je vous donnerai la parole après, Madame Merli. Deux éléments de réponse aux deux questions. Déjà, sur la première, on voit bien que la population n'attend pas tout de l'État. Il se met en place des éléments de résilience qui ne passent pas par l'État. Je pense à toutes les actions de solidarité, l'entraide entre les personnes, le fait que lorsqu'il y a eu l'incendie de la rue Erlanger ou l'explosion de la rue Trévise, ou même lorsqu'il y a des épisodes de neige-verglas, le réflexe de l'État, c'est de mettre en place des systèmes pour héberger les gens. Les maires sont les premiers à le faire, ils le font très bien, on ouvre des gymnases, on met des lits picots, et on se rend compte que finalement la population adhère peu à ce type, ou n'adhère plus, n'a plus besoin, pour une partie d'entre elles, que l'État s'investisse dans ce genre d'appui et préfère jouer les solidarités familiales, professionnelles ou amicales pour trouver des aides. Donc on voit bien qu'il y a d'autres solidarités, il y a des solidarités qui se mettent en place et qui échappent à l'État. Pour autant, il y a toujours un grand besoin de l'État et je crois que la difficulté pour l'État, c'est de trouver, d'arriver à définir ce qu'attend la population, de quoi elle a besoin, et je crois que ça doit passer par une relation différente avec la population, qu'on arrive à l'écouter. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas comment, mais à l'écouter pour ensuite intégrer ses besoins. Et puis après se posera la question, vous l'avez soulevé, quel véhicule on prend pour enseigner ou donner des informations sur la résilience. On voit qu'il y a beaucoup de sites internet où les grands ministères en ont, ils sont très bien faits, il y a la description du risque, il y a les conseils, les comportements à avoir. Pour autant, est-ce que c'est le meilleur moyen de toucher la population? Là, il y a une vraie question qui se pose. Et la dernière question, c'est à quel moment faut-il toucher la population? On se rend compte qu'en dehors des périodes de crise, la population, généralement, n'est pas très réceptive aux messages qu'on lui fait passer. En revanche, dès qu'il y a une crise, il faut en profiter, qu'il faut sauter sur l'occasion, entre guillemets. C'est le bon moment, là, pour faire passer un certain nombre de messages. Donc, il y a vraiment plusieurs questions qui se posent. Comment associer la population à la définition de sa propre résilience, être capable de s'adapter? Comment communiquer les bons conseils, avec quel vecteur et puis à quel moment? Dr Brown, Madame Merli. Oui, je vais rebondir parce qu'effectivement, je partage tout à fait cela. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau formation dont vous avez parlé et il y a le niveau sensibilisation, qui sont deux choses un petit peu différentes. On aura toujours besoin de formation, on aura toujours besoin de cadres pour emmener les gens vers une direction de leader, on peut les appeler ce qu'on veut. Maintenant, c'est pour dire que la formation actuelle est peut-être pas optimale dans le sens où on n'utilise pas tous les outils modernes, même si on en voit ici numérique, de formation à distance, etc. Alors, on va pouvoir améliorer les choses. Après, la sensibilisation, le ministère de la Santé s'y essaye régulièrement et on se rend compte que ça marche. C'est-à-dire qu'en période de crise, et là je vous rejoins, quand il fait chaud, maintenant on sait qu'il fait chaud en été, les campagnes de sensibilisation sur l'hydratation, ça fonctionne. Les gens boivent. La campagne sur la prévention de la grippe, ça fonctionne. Peut-être pas assez, mais ça fonctionne. Donc on a bien deux niveaux. On a ce niveau de connaissance de base de la population par la formation qu'il faut faire, et commencer à l'école est quelque chose de très bien. Et après, moi je vois la sensibilisation comme des piqûres de rappel, peut-être un petit peu régulières, pour réactiver cette notion et cette possibilité de résilience. Simplement revenir sur l'école. Vous avez dit, est-ce qu'on doit passer des diplômes? Est-ce qu'on doit avoir des... Oui, vous venez très bien de le dire, les deux sont nécessaires. Mais pour comprendre les campagnes de sensibilisation, il faut avoir une connaissance du sujet. Donc, comment acquérir la connaissance du sujet de la précaution, de la prévention, de la protection collective? C'est en apprenant. Je rappelle que moi, lorsque j'étais enfant, on faisait encore des leçons de choses à l'école. Les leçons de choses, c'était qu'on apprenait que l'électricité, c'était dangereux, qu'il ne fallait pas mettre les doigts dans les trous parce que sinon, on risquait de se prendre une électrocution. Donc, on apprenait à l'école, en apprenant comment fonctionne le monde, on apprenait d'une certaine façon à devenir des citoyens. Parce que le rôle de l'école, c'est quand même de faire
d'un individu un citoyen. Et donc, il n'y a rien de plus formateur pour un citoyen que d'apprendre cette façon de s'entraider collectivement et de devenir, finalement, de créer du lien social. Donc ça s'apprend, le lien social. Et le lien social de prévention, le lien social d'action en cas de danger, il s'apprend aussi. Et donc, effectivement, si on a une base de connaissances acquises à la maison, à l'école, dans tous les milieux que peut fréquenter un enfant, en cas d'information, de diffusion de communiqués, il est capable de décrypter avec plus d'intelligence et de compétences pour se sauver lui-même et sauver les tiers, finalement, comment agir. Je crois que nous ne savons pas très bien faire en France, et je sais qu'on le fait beaucoup mieux dans des pays comme le Canada. Ce que nous ne savons pas faire, ce que disait Patrick tout à l'heure, effectivement, c'est tous les services publics avaient tendance à dire jusqu'à une époque récente, il y a un blessé, bougez pas, on arrive. Ne touchez pas, on arrive. Aujourd'hui, on se rend compte que ça n'est plus possible. Prenez un attentat. Prenez un attentat et vous avez un certain nombre de personnes qui sont blessées sur un espace. Sur cet espace, on va faire en sorte que plus personne ne puisse rentrer. On va faire un périmètre de sécurité. La police va interdire tout accès à tout le monde, y compris les pompiers, y compris Bon, parce que d'abord, il faut rechercher les terroristes. Il ne faut pas qu'il y ait surattentat. Il faut que les lieux et les personnes soient sécurisés. Pendant ce temps, les gens, ils sont blessés, ils saignent, hein, ils saignent. Ils sont, voilà. Il y a ceux qui sont morts et il y a ceux qui sont blessés. Et beaucoup de blessés ne peuvent être secourus par qui ? Que par des personnes qui sont susceptibles de leur faire des garrots. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a eu les derniers attentats à Paris ? Ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée des attentats, il y a des milliers de personnes qui ont souhaité être formées au premier secours. Parce qu'il y avait eu cet attentat et que les gens ont compris que peut-être, quand il y a quelque chose qui se passe, pendant une demi-heure, il n'y a personne qui peut intervenir, même à Paris, qui est l'endroit le plus... où il y a le maximum de secours sur l'espace le plus resserré, eh bien, il faut qu'il y ait une action qui soit menée par des individus, mais ces individus, ils doivent être formés. Et tout à fait, mais c'est ce que disait le préfet Meunier, finalement. C'est au moment de la crise où on arrive à faire rentrer des messages dans la tête des gens, mais on l'a vu, vous parliez des formations post-attentat qui ont effectivement connu un grand succès. Ceci dit, quelques mois, années après, on voit que le soufflet retombe un petit peu quand même. Mais c'est bien pour ça qu'il faut apprendre à l'école. Et ça fait partie de la formation du citoyen. Donc, la question de la protection civile est une question qui est fondamentale dans le cadre de l'apprentissage scolaire. C'est fondamental à l'école, c'est fondamental aussi. On remet en place aujourd'hui le service national unifié, le service national pour tous. Eh bien, ça aussi, c'est un élément, parce que c'est de la citoyenneté, la protection civile. Mais alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est là-dessus que j'aimerais rebondir. C'est qu'on veut inculquer ces notions à l'école, lors d'un service citoyen. J'ai envie de prendre l'exemple en fait, de la sécurité routière, et je sais que vous connaissez bien le sujet. Je prends l'exemple de la ceinture de sécurité. Il y a 20-30 ans, moi quand j'étais encore petit, j'ai un peu plus de 30 ans malheureusement, mais je me souviens que la ceinture de sécurité, on la mettait quand on voulait. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu un réflexe. On ne monte plus dans une voiture sans mettre de ceinture de sécurité. La question que je me pose, c'est comment on en est arrivé à ça ? Est-ce que c'est lié aux messages de la sécurité routière qui sont des fois un peu chocs ? Comment on y arrive ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui finalement à faire que ce réflexe de mettre la ceinture de sécurité soit la même chose pour je sais faire un massage cardiaque, au moins je sais me protéger face à une situation dramatique ? Ou est-ce qu'on y arrive doucement ? Je ne sais pas. Je vous réponds très vite. D'abord parce qu'il y a eu un matraquage de messages, parce qu'il y a eu des émissions, des expérimentations où on a monté des crash tests avec ou sans ceinture de sécurité, et ça, quand vous voyez un crash test avec ou sans ceinture de sécurité, tout le monde peut comprendre la différence qu'il y a. Et parce qu'il y a eu aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a eu des sanctions. Si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, ben vous payez, ou vous perdez des points. Donc, je crois que dans le domaine de la protection civile, on ne peut pas mettre en place un dispositif de sanction. Il ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit de prévoir, il s'agit
de préparer, il s'agit d'organiser. Et de valoriser peut-être, et je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Noré. Oui, tout à fait. Si on veut, pour obtenir une plus grande résilience ou un changement culturel ou social, de ce dont on parle, ce n'est pas une seule mesure, c'est une combinaison de mesures. Et que l'on pense notamment au changement d'attitude à l'égard du port de la ceinture de sécurité, ou qu'on voit l'évolution de l'utilisation de la défibrillation externe dans les urgences au niveau du préhospitalier, il y a eu des déclencheurs. Et un de ces déclencheurs, ça a été la science. Et notamment, la science en santé publique a fait la démonstration qu'il y avait des morts évitables. Et on en est venu qu'à se convaincre collectivement que pour obtenir un changement dans les taux de mortalité et morbidité, il fallait arriver à ce changement de culture. Et c'est une combinaison de facteurs, à la fois éducatifs, à la fois structurels sur l'architecture du réseau routier ou la fabrication des véhicules automobiles. La sanction joue un rôle important, mais le citoyen, dans sa décision, elle porte sur un inconfort. Il va agir face à l'inconfort, ce qui explique que, notamment, ils vont être très, très réceptifs à un message préventif dans la crise, pendant la crise ou devant l'imminence de la crise. Et il y a un paradoxe dans notre domaine. D'un côté, on se veut, et surtout dans le discours étatique, on se veut rassurant. On se veut rassurant pour créer et maintenir un sentiment de sécurité. Et ce sentiment-là, dans une certaine mesure, empêche les citoyens d'apprécier à sa juste valeur leur niveau d'exposition et de vulnérabilité. Et c'est dans ce cycle-là psychocommunicationnel qu'on doit s'inscrire si on veut faire évoluer les mentalités, obtenir le changement d'attitude qui va devenir une condition préalable à leur intérêt à suivre une formation, à retenir, mais nonobstant le brevet, leur intention ou leur volonté d'agir au moment opportun va découler de ce changement d'attitude. Alors, on a vraiment à avoir une réflexion, je dirais, plus systémique pour arriver au résultat, s'inspirer des changements en matière d'environnement, de santé qu'on a connus au cours des dernières décennies et de l'appliquer avec la même transparence. Il faut éviter le piège de se préparer à la dernière crise ou à la dernière catastrophe, ce qu'on fait très souvent. Et je souriais un peu en vous entendant parler des personnes qui survivent à un attentat, ou bien ils décèdent ou ils survivent avec des blessures relativement mineures, parce que pour ceux qui avaient des blessures graves, ils sont décédés avant l'arrivée des secours. Cette réalité est documentée dans les tremblements de terre depuis 4 décennies. Et c'est donc là, à mon avis, une autre illustration qu'à travers la science et une réflexion plus systémique, on est capable d'arriver à des résultats concrets. Monsieur Richefou. Oui, deux éléments complémentaires. Moi, je pense que quand il y a une formation, il peut paraître naturel qu'elle soit certifiée et qu'elle se traduise par un diplôme. En France, c'est vrai qu'on aime bien souvent les diplômes, mais ça peut être un certificat de pratique, quel que soit le sujet. Donc, je pense que c'est pas choquant pour moi que lorsqu'il y a une formation au geste qui sauve ou à tout autre type de formation, ou quelle que soit l'appellation, il y a à un moment donné un document qui puisse attester d'une façon positive le passage et le suivi de cette formation. Et ça fait le lien avec le deuxième point que je veux évoquer, c'est, je pense qu'il faut que la sanction elle soit positive par rapport à ce qu'on évoquait sur la ceinture de sécurité. Il ne s'agit pas d'enlever des points à celui qui n'a pas cette formation, mais moi je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les employeurs, par exemple, quand vous recrutez un collaborateur dans une entreprise ou dans une collectivité, on est attentif au parcours de la personne. Et quand dans le parcours de la personne, on aperçoit sur son CV que ce jeune candidat a eu l'occasion de participer à des formations telles que des formations au geste qui sauve, ça montre une volonté de la personne de prêter un regard, j'allais dire, attendri aux autres, ou en tout cas d'avoir de l'attention pour les autres. Et je pense que quand on a de l'attention pour les autres, on rentre toujours mieux dans une équipe collective que constitue l'entreprise ou la collectivité dans laquelle on va rentrer. Donc je pense que ces éléments-là sont aujourd'hui perçus par les employeurs comme des éléments positifs et qu'il faut faire passer ce message aux jeunes, de dire que plus ils peuvent donner des signes dans leur formation de jouer collectif, plus ils ont de chances de s'intégrer dans la société, parce que la société de demain,
est aujourd'hui, j'espère déjà, elle est nécessairement collective parce qu'on ne réussit jamais tout seul, quel que soit l'avenir que l'on veut se donner. Merci. Alors justement, si je rebondis un peu sur ce que vous dites, il y a quand même cette notion d'acte volontaire du citoyen d'aller se former, alors soit parce qu'il a vécu un événement personnel, soit parce qu'il en a envie, soit parce que ça peut être effectivement valorisé dans un parcours. Mais si je l'attache, je dirais, aux notions aussi dont vous parliez, de cette question un peu d'inconfort, quand on arrive à mettre le citoyen dans une situation d'inconfort, c'est là aussi qu'il est peut-être réceptif à des messages. Je fais le parallèle avec ces applications. Alors je vous explique pourquoi. Ces applications sur le smartphone qu'on trouve de plus en plus qui se développent. Je pense à Sauve Life, à Staying Alive, à Permis de sauver. Voilà, il y en a plusieurs. Pardon. Il y en a une à laquelle je m'attache particulièrement, c'est Sauve Life, qui a été développée donc par un des collaborateurs du SAMU, le docteur Lameau, qui est une des seules applications où l'on ne demande pas justement de diplôme à la personne qui souhaite être un citoyen sauveteur. Alors juste, ces applications, je ne sais pas si vous les connaissez, l'idée c'est de télécharger une application qui vous prévient quand une personne en arrêt cardiaque se trouve à proximité de vous. La plupart des applications demandent une formation, d'avoir au moins le PSC1. Celle-ci ne la demande pas. Et le docteur Lameau, qui a développé cette application, me disait, en fait, on voit que quand on prévient un citoyen sauveteur qui a l'application qu'un arrêt cardiaque qu'il y a un arrêt cardiaque à proximité, même s'il n'est pas formé, le fait d'y aller, d'être confronté justement, d'être dans cette situation d'inconfort et peut-être de ne pas savoir quoi faire, il est guidé bien sûr par téléphone, par le SAMU, mais souvent ces personnes vont aller se former derrière. Donc, en fait, ma question ma remarque, elle est là, elle est de savoir. Déjà, je voulais savoir moi si ce genre d'application, ce que vous en pensiez déjà. Est-ce que c'est aussi une façon d'augmenter cette résilience? On parlait des nouvelles technologies, et aussi, encore une fois, est-ce que c'est pas une démonstration qu'il faut mettre un peu le citoyen dans l'inconfort pour réussir à obtenir quelque chose de lui? Je peux rebondir sur votre propos? Je vous en prie, vous êtes là pour ça. J'ai parlé beaucoup. Je suis citoyen. Je suis allongé au sol, en arrêt cardio-respiratoire, et mon souhait le plus cher, c'est que la première personne autour qui est consciente de mon état fasse quelque chose. Si ce qu'elle fera sur moi, qu'elle ne comprime pas exactement la bonne fréquence au bon endroit, m'importe peu, qu'elle ait un brevet ou qu'elle ne l'ait pas, mais qu'elle reconnaisse ma détresse, qu'elle appelle à l'aide et qu'elle commence quelque chose. S'il y a quelqu'un de plus compétent, viendra le suppléer. Mais de chercher le premier brevet proche, c'est un peu ce qu'on a appris à ne plus faire avec la défibrillation. On n'attend plus le plus grand expert en défibrillation, on rend la défibrillation accessible. Et je crois que si on veut vraiment démocratiser le geste de secours, bien qu'on puisse valoriser l'attestation, il ne faut pas que l'attestation devienne en soi un obstacle au geste. Dr. Ergen. Oui, je pense que c'est un bon sujet. Je voulais intervenir pour dire que c'est une illustration de la façon dont le service public fait je pense qu'il faut parler de continuum de sécurité civile ou de protection ou de santé, mais en tout cas avec laquelle le service public mobilise, on va dire, le citoyen. Ces applications en sont un parfait exemple. On est en période des pionniers. Vous avez cité les trois principales. Il y a un écosystème qui est en train de se former et puis sans doute sortira quelque chose ou une synthèse de tout ça, de ce qui en sera le meilleur. Et chacun en prend le meilleur, parce qu'au passage, effectivement, il y a une application qui a ouvert en premier le non formé, le citoyen désireux de faire quelque chose non formé. Il se trouve que l'autre application, Staying Alive, fait la même chose maintenant. Voilà, il y a une sorte d'émulation entre ces applications qui, chacune ont leur histoire, mais... en tout cas, je pense, vont dans le bon sens. Je pense que si le directeur général de la sécurité civile était là, il nous dirait que Nexis va intégrer ce genre de fonctionnalité. Nexis, le système d'information de sécurité civile, qui est en phase active de développement, va intégrer ce genre de fonctionnalité. Je ne sais pas selon quelle modalité. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir dans quelle mesure peut-être seront intégrées des initiatives qui existent déjà. Peut-être pas recréer ex nihilo. Bon. En tout cas, c'est nécessaire. Aujourd'hui, les services de secours, que ce soit les services d'incendie et de secours qui reçoivent souvent ces premiers appels ou les services d'aide médicale urgente, intègrent ce genre de dispositif dans leurs réponses. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne l'intègre pas, il est en train de louper quelque chose.
Il est très clairement en train de louper quelque chose. Voilà. Et ça, là encore, c'est une révolution culturelle. Parce que, et j'en parle en connaissance de cause, mais je viens d'un service pendant lequel longtemps on s'est dit, oh ouais, mais enfin bon, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire? Finalement, c'est quoi cette initiative privée? L'initiative du citoyen, et ça a été dit tout à l'heure, la résilience spontanée, c'est-à-dire que je ne vais pas faire appel à la puissance publique pour m'organiser, mais je vais collaborer avec mon voisin, c'est communautaire, c'est géographique, c'est ce qu'on voudra, est quelque chose qu'il faut absolument saisir. Sinon, on passe complètement à côté de notre mission, et je pense que la puissance publique ne serait pas à sa place si elle ne saisissait pas ces réformes-là. Donc allons-y. Moi, à titre personnel, j'ai téléchargé les 3 applications, puis un jour, ça sonnera peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tout téléchargé parce que je pense qu'il faut le faire. Docteur Braun, une réaction? Oui, je partage totalement ce qu'a dit Patrick Ergen. Hein. C'est effectivement devenu un outil indispensable avec cet écosystème qui se crée. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plusieurs outils différents. Il en émergera certainement un ou deux. Soyons juste vigilants à une chose, alors qui est peut-être un peu trop technique, c'est l'intégration de ces outils, tu parlais de Nexis ou de SISAMU, à ce qu'on utilise déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un petit peu peur de nos salles de régulation médicale avec 7-8 écrans devant l'opérateur, avec chaque outil à son écran différent. Donc attention, avançons. Bien entendu, il faut les utiliser. Bien entendu, il faut donner la possibilité à nos concitoyens d'être sauveteurs ou d'être participants sans leur imposer. Mais là aussi, bon, il faut avancer vite, mais quand même en intégrant l'ensemble des concepts et l'ensemble des nécessités d'un fonctionnement fluide. C'est pas le tout d'avoir les outils, encore faut-il que le fonctionnement soit suffisamment fluide pour apporter quelque chose. Quant à dire qu'il ne faut pas de diplôme, je suis entièrement d'accord. Le premier qui arrive et qui fera quelque chose, c'est très bien. S'il n'a pas de diplôme, peut-être s'il me sauve, je lui ferai passer un diplôme après, mais en tout cas, ce sera très très bien comme ça. Et alors, vous voulez réagir, je vous en prie? Oui, juste pour rebondir, moi je crois aussi à l'émergence forte de tous les objets connectés. On voit aujourd'hui les montres d'une marque que tout le monde connaît davantage pour le smartphone que pour les montres, qui intègrent des électrocardiogrammes modestes sans doute. Je ne suis pas médecin, hein, donc j'y connais rien sur le sujet, mais qui sont aussi en capacité de déclencher des alertes et de déclencher un signal de quelqu'un qui, ne s'en rendant pas compte, fait un malaise cardiaque, mais c'est sa montre qui va l'avertir. Donc on a aussi des objets connectés qui vont se développer et qui vont rentrer dans cet écosystème. Et là où je vous rejoins parfaitement, c'est attention à ce que chaque chapelle ne garde pas son propre système. Hein. SISAMU d'un côté, Nexis de l'autre côté, peut-être qu'on aurait pu faire un seul système, peut-être qu'on en fera un seul un jour, mais c'est pas le sujet de la table ronde. Donc ça aurait pu être le sujet, mais c'est pas le sujet. Oui, tout à fait. Mais alors, j'ai envie de poser la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans ces... On parle d'objets connectés, de nouvelles technologies, et effectivement, se dire que quand même, au sommet de tout ça, il faut qu'il y ait un service public, ou en tout cas, ou l'État, enfin, mais pour centraliser ces données, parce que c'est très bien si ma montre sonne pour me dire que je fais un arrêt cardiaque, mais si le message part, je ne sais où, dans une structure privée, et que ça n'arrive pas finalement au SAMU, est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi, et est-ce que finalement, justement, on va réduire la résilience citoyenne parce qu'on va se reposer sur des objets numériques qui... Je continue dans le rêve. Après l'objet connecté, le drone amènera bien évidemment immédiatement le défibrillateur et avec le mode d'emploi et la personne qui aura été déclenchée à proximité peut-être sera en capacité un peu plus rapidement d'intervenir. Donc je crois qu'il ne faut pas passer à côté de ces sujets-là, mais il ne faut surtout pas que la technique éloigne l'individu. Donc il faut garder le lien avec l'individu et c'est tous les enjeux de demain, à mon avis. Oui, c'est probablement pas du service public que l'initiative viendra nécessairement. C'est sans doute le secteur concurrentiel, sans doute l'agilité du secteur privé qui permettra de prendre ces initiatives. En revanche, il revient toujours au service public, nous semble-t-il, de réguler tout ça. Et au sens large, hein, une régulation, c'est-à-dire de s'assurer qu'on soit conforme à l'intérêt général, qu'on ne dévie pas vers tel ou tel risque, et puis de l'intégrer, et vraiment de l'intégrer, mais ça a été dit,
Mais probablement qu'il faut faire les deux. Probablement qu'il faut une initiative, et l'initiative, elle peut venir d'un individu. Hein. Et des startups, ça peut être une personne dans son garage. On a fabriqué des ordinateurs comme ça. Hein. Et puis ensuite, ça doit être effectivement intégré avec la modération qu'il faut par le service public. Il faut les deux. Qui s'est passé un peu avec les Visov. Enfin, l'idée me vient, mais les Visov, c'est un peu ce qui s'est passé. Visov, les volontaires. Je peux en parler assez volontiers. Des volontaires qui scrutent les réseaux sociaux à la recherche d'informations qui vont permettre d'éclairer le gestionnaire de la crise. Un attentat, une rumeur. On se rend compte aujourd'hui que quand vous screenez un peu ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, pour aller assez vite, vous avez des infos de gens qui spontanément prennent leur smartphone et font des photos. Et publient ça quelque chose pour leurs voisins, pour leurs proches, avant même que vous ayez le compte-rendu officiel des différentes patrouilles de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des SMUR, etc. Et ça, par exemple, c'est un très bon exemple d'intégration. C'est des initiatives citoyennes qui existaient dans le monde anglo-saxon, qui ont été prises en France notamment, en Europe aussi, et qui ont d'abord suscité une certaine méfiance des pouvoirs publics, soyons très clairs, qu'est-ce qu'ils font là, ces gars-là. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'on avait l'info 15 minutes avant, que l'information à vérifier peut-être, etc., il ne se passe rien du tout, aujourd'hui, on a ça au COGIC, et on a ça dans la plupart des CODIS, et puis dans d'autres salles opérationnelles. Il y a une dizaine de jours, il y a une rumeur au parc d'attractions Disney sur un attentat. La veille des réseaux sociaux a permis de lever cette rumeur avant les confirmations toujours un petit peu plus longues des services privés et au public. Je vais revenir sur ce problème, parce que là on parle beaucoup d'outils et je partage bien sûr l'optimisme. Je ne sais pas si on est à la 3e ou à la 4e révolution numérique, mais en tout cas on a des choses qui avancent beaucoup. Pour autant, attention de ne pas se séparer de l'humain, et en particulier sur ces phénomènes de résilience. C'est vrai qu'on a des outils qui vont faire des trucs, on a même des gilets maintenant qui font la défibrillation eux-mêmes, simplement en reconnaissant, il n'y a plus d'intervention humaine. Mais quand même, le côté citoyen de proximité, pour moi, reste extrêmement important, et la sensibilisation du citoyen, y compris sur ces veilles de réseaux sociaux, où on sait qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses totalement aberrantes. Et si on parle de cybersécurité, de fake news, on peut aussi entraîner des phénomènes inverses. Donc oui, bien sûr, partir sur les nouvelles technologies, c'est indispensable. Coordonner, réguler en amont, et c'est effectivement le rôle de l'État et de ses services, l'ensemble de ces outils. Mais gardons quand même présent à l'esprit l'humain qui est à proximité. C'est quand même lui qui aura la meilleure pertinence, même si avec son téléphone, il va pouvoir nous envoyer des images en direct. Le contact permettra de s'assurer de la fiabilité et des images et de ce qui est en train de se passer. Vous voulez réagir, Dr Gérard ? Oui, mais c'est pour compléter simplement. C'est vrai que l'action citoyenne, l'écoute citoyenne, la sensibilité citoyenne est bien supérieure à celle de service public, quel qu'il soit, je veux dire. Et donc, on voit qu'il y a eu une évolution tout doucement c'est nos services qui répondent à tout, hein, c'est la police, les pompiers, le SAMU, on est là, ne toucher à rien, comme tu l'as dit, on arrive le citoyen est capable d'anticipation, mais non seulement d'anticipation, mais de permettre des gestes qui ensuite vont être relayés par les moyens de l'État, etc. Et il en va pour l'information comme pour l'action, je dirais, hein, pour l'utilisation des défibrillateurs semi-automatiques comme pour des réseaux d'alerte. On a besoin, pour une résilience globale, de cette implication citoyenne avec une culture qu'il faut qu'ils aient. Alors moi aussi, je ne crois pas beaucoup aux diplômes, hein, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il faut leur donner alors peut-être une sensibilisation ou une information, je ne sais pas, ou une formation, mais en tous les cas, il faut monter leur niveau de culture. Et vous aviez fait la remarque de dire, ben oui, mais on se prépare qu'à ce à quoi on s'attend, c'est vrai, hein, ou ce qui vient d'arriver. Ben oui, ça c'est tout à fait l'évidence, hein, mais
c'est sûr que ça va être difficile de commencer à informer des gens de la survenue d'un cyclone alors qu'on est à Paris, voilà, ou d'un tremblement de terre, l'endroit où il n'y en a jamais, quoi, hein. Bon, alors qu'au Japon, tout le monde s'y prépare. Mais néanmoins, il y a derrière ça ce que tu as appelé l'empathie, c'est-à-dire une espèce de conscience quand même générale que il faut que le citoyen se préoccupe de ce genre de problème et participe à la réponse que peut donner la société, quoi, hein. Et que la société, c'est pas seulement les services publics, c'est aussi les associations, c'est aussi les initiatives personnelles, etc. Voilà. Et c'est ce en quoi, mais justement, vous vouliez peut-être réagir, mais je trouve que cette question du numérique et des nouvelles technologies est peut-être un biais intéressant, en fait, parce qu'on le voit, ces applications dont on parlait, par exemple, ont été quand même téléchargées, j'ai pas les chiffres, mais oui, énormément, et c'est peut-être Alors, je sais pas, j'ai envie de savoir, au Canada, comment ça se passe. Est-ce que vous vous placez comment par rapport à ces questions des nouvelles technologies, du numérique, en termes de sécurité civile et de résilience de la population? Est-ce que vous avez déjà les drones qui arrivent avec les DSA ou pas? Il y a des projets pilotes en Amérique, pas du côté canadien, pour la répartition de défibrillateurs par drone. Mais vous savez, avec chaque bonne idée vient aussi son pendant. Et là, je rejoins les propos tout à l'heure de l'importance d'assurer une cohérence dans les initiatives, mais aussi de s'assurer qu'on ne perde pas de vue la finalité recherchée. Alors, si la livraison de drones augmente les risques de collision en vol ou de chute d'objets, ou d'interférences radio pour d'autres télécommunications primordiales. Alors, ces éléments-là sont à tenir en compte aussi. Du côté canadien, on a de ces applications aide-mémoire, secourisme, aide-mémoire sur la trousse 72 heures, des vigilances tant météo que sur les alertes de catastrophes. Évidemment, les médias sociaux ont leur réseau bien à eux, bien autonome pour passer l'information. Mais on vit exactement les mêmes réalités auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure. On a peut-être, encore une fois, par nécessité, une ouverture à regarder ces initiatives-là de façon plus ouverte à cause des enjeux, notamment de distribution territoriale que nous avons. Toutefois, cet élément de mobilisation et de solidarité, d'un côté, est important et encouragé, mais en même temps avec cette préoccupation de cohérence parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources ou de capacité d'efforts à déployer pour couvrir l'ensemble. Alors, les efforts, on veut s'assurer qu'ils vont donner ou atteindre les objectifs, avoir des impacts de façon mesurable, observable. Et c'est ce qu'on tente de faire dans le cumul des initiatives provenant de l'industrie avec l'appui de l'État, mais aussi un appui assez fort de la communauté académique pour s'assurer qu'on s'appuie sur les évidences scientifiques ou, à défaut d'avoir des évidences scientifiques, qu'on documente l'effet de ces nouvelles initiatives pour en valider l'impact. Et est-ce que vous avez des outils qui viennent, je dirais, directement des pouvoirs publics ou des services publics? Parce que, je vois, en France, en tout cas, il y a aussi peut-être cette notion de confiance en l'État, de confiance dans le service public. Enfin, je dirais plus dans l'État, parce que... en France, bon, alors je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais il y a eu cette application SAIP qui a été développée, qui a été un flop quand même, voilà, il faut le dire. Quand ça vient de l'État, des fois, la population française, des fois, se dit, oulala, attention, une application qui vient de l'État, peut-être que c'est l'œil de Moscou, c'est Big Brother. Alors que quand ça vient d'une initiative citoyenne, déjà, on lui fait un peu plus confiance. Est-ce que c'est un peu la même chose chez vous ou est-ce qu'il y a une confiance en l'État qui permet de faire des choses différentes? On a aussi nos histoires d'horreur de projets informatiques qui ont dérapé à coûts astronomiques, là. Et je me garderai une petite gêne pour vous les énumérer. C'est loin du propos, mais on les a aussi, rassurez-vous. Toutefois, dans la perspective québécoise et canadienne, on a plus confiance envers les infrastructures ou les technologies étatiques sur la protection des renseignements personnels. Alors, la part du Big Brother, on l'a plus du côté du privé ou de la mauvaise utilisation des données par le secteur privé qu'on l'a du côté public, parce qu'on a des dispositifs et un historique de protection. À cet égard-là, même, on a eu de la résistance
de l'État à mettre en place des structures efficaces, notamment le Reverse 911, la technologie qui permet de retracer l'appelant pour lui envoyer des ressources d'aide, mais les dispositifs de protection des droits individuels et de la vie privée ont pris des années, ont résisté pendant des années à l'utilisation de certaines de ces technologies. Alors, au Canada, il y a une plus grande confiance envers l'État pour assurer sa protection en ce qui a trait notamment à l'utilisation des technologies. Ça, vous pensez que c'est peut-être cette méfiance qui peut exister de la population envers l'État? Je suis un peu violent dans mes propos, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un frein peut-être aussi à la résilience citoyenne? Est-ce que quand ça vient comme ça, Dr Julien? Je sais pas, mais en tous les cas, quand on regarde les codes de popularité, les pompiers viennent en tête, le SAMU suit de très près. Moi, je trouve qu'il y a une assez grande confiance, au contraire, du citoyen dans, en tous les cas, pour ce qui est de la protection civile et puis de la santé publique, quoi. Hein, voilà. Oui, pour ces sauveteurs, il y a quand même une très très bonne image de ces deux services. Du service public, hein, oui, voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi l'État? Enfin, je veux dire, maintenant, si c'est une confiance dans le politique ou le politicien, je crois qu'il faut séparer un peu les choses, quoi. Moi, je trouve... je suis sensible, comme vous l'avez dit, à essayer de donner chaque fois une base un petit peu scientifique, ou en tous les cas des preuves d'efficacité, de ne pas séparer on va dire la recherche de l'action. Hein. Et ça, en France, on est peut-être un peu plus en retard que vous, parce qu'on n'a pas suffisamment la culture du retour d'expérience, de l'échange, de la remise, de sa propre remise en question. Et ça, peut-être, ça joue sur peut-être un manque de confiance dans ce qu'on propose lors de messages télévisés ou autres, peut-être. Mais enfin, bon. Merci. Tout dernier chapitre de notre conférence, vous n'êtes pas le seul de savoir. Effectivement, il y a quelques semaines, a été adopté à l'Assemblée nationale un texte de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur. On en a parlé tout à l'heure pendant les discours inauguraux. Et notamment, ce statut de citoyen sauveteur protège juridiquement la personne qui va venir intervenir sur, notamment par un massage cardiaque ou des gestes de premier secours. Ma question est la suivante. Est-ce que cette notion de peur des responsabilités était ou est toujours un frein, selon vous, pour le citoyen pour intervenir? Ou est-ce que c'est simplement le fait de dire juste je ne sais pas faire? Mais est-ce que cette notion de responsabilité? Ce qui est certain, c'est que dans notre pays, ce qui freine énormément l'action citoyenne, c'est la judiciarisation de notre société. Et donc il y a là un frein qui est vraiment très fort, parce qu'un certain nombre de personnes qui même sont relativement formées pourraient avoir tendance à ne pas intervenir de peur d'être accusées d'être intervenues de façon malencontreuse. On a trop d'exemples dans notre société d'attaques, y compris d'ailleurs, on attaque même des médecins dans leur pratique, on attaque les professionnels, mais on attaque aussi la personne qui a fait quelque chose et à laquelle elle s'estime n'avoir aucun moyen de se protéger juridiquement. Donc c'est vrai qu'on le constate et qu'il y a beaucoup d'accidents qui se produisent dans la rue où personne n'intervient, et je crois que la peur d'un acte qui pourrait être réprouvé par la personne pour qui on intervient freine finalement l'action de nos concitoyens. Donc il est très important d'avoir une protection du citoyen qui intervient, c'est-à-dire qu'il faut lui reconnaître sa qualité de collaborateur occasionnel du service public quand il intervient, comme celui d'ailleurs du secouriste, parce que, y compris un certain nombre de secouristes, sont quand même dans un certain nombre de circonstances à la limite d'avoir cette peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, pas toujours sur le terrain, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a aussi encore des débats entre jusqu'où peut aller un secouriste sur le terrain, à quel moment est-ce que ça appartient aux médecins d'intervenir. Donc il y a des frontières, si vous voulez, sur lesquelles il nous faut travailler. Parce que justement, on est, dans notre pays en particulier en France, on est dans la verticalité des choses.
C'est-à-dire qu'on a donné des compétences sectorielles aux uns et aux autres. Et qu'on n'a pas assez travaillé sur la capacité de passer d'une compétence sectorielle à une autre compétence sectorielle, de passer du médecin au secouriste, du secouriste au bénévole, du bénévole au citoyen. On le voit, il y a des frictions dans toute cette capacité à retrouver la transversalité, parce que quand on est un citoyen à qui il arrive quelque chose, ou vous êtes dans une circonstance d'attentat, en fait, c'est d'une façon transversale qu'il faut traiter les problèmes. Et à ce moment-là, il faut que tous ceux qui interviennent dans la chaîne, ce soit vraiment une chaîne et qu'elle ne se grippe pas au niveau des articulations des différents éléments de la chaîne. Or, je crois que dans notre société, en particulier en France, nous ne savons pas bien faire ça et qu'il nous faut vraiment travailler. C'est d'ailleurs tout le travail qui est mis en œuvre par le CNPC qui dit « Oui, il y a des difficultés de passer de ceci à cela, mais regardons comment est-ce qu'on peut améliorer le passage. » Et je crois que c'est vrai aussi pour le citoyen. Ça va vraiment du citoyen à l'État. Tous les passages doivent être explorés. La transversalité, une victime, c'est pas quelqu'un qui a un bobo à la tête, c'est pas quelqu'un qui a une difficulté psychologique. Après, il a des problèmes de logement, après il a des problèmes de santé dans la durée, il a des problèmes de relation avec sa famille, il a des problèmes... Bon, c'est la victime. Dans l'intégralité de ces difficultés qu'il faut prendre en charge. Et ça, c'est totalement transversal. On a besoin de l'articulation de tous les acteurs. Voilà. Non, juste une réaction très, très courte. Moi, je suis parfaitement d'accord avec la deuxième partie de votre intervention sur la transversalité et le fonctionnement trop en silo. Je suis plus mesuré sur la première par rapport à l'aspect juridique. Alors, je suis avocat de formation et moi, je trouve que cette notion de collaborateur du service public est une très belle notion de droit administratif et je ne suis pas sûr qu'il faille une loi sur ce nouveau sujet parce que la loi elle est aussi anxiogène et le fait de faire un texte, oui mais un texte ça inquiète autant que ça rassure et je crains que à chaque fois le fait de faire une loi soit plutôt de nature à créer des difficultés dans son interprétation, dans à nouveau une jurisprudence qui se développera devant les tribunaux et que ça soit plutôt de nature à même si elle a la vocation à vouloir rassurer, à finalement inquiéter. Et même si on est une société où on a effectivement de plus en plus de mise en responsabilité, voilà, faisons confiance aussi aux juges qui savent faire la part des choses, mais attention à trop de lois, on en a suffisamment comme ça et voilà, donc c'est un échange que j'ai eu d'ailleurs avec le député tout à l'heure qui est plein de bonne volonté. Hein, ça part d'un très bon sentiment, ça va de soi. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille une loi pour tout en France. Voilà. Alors, cette loi, c'est la loi dite du bon samaritain. Qu'en France, on ne peut pas appeler bon samaritain parce que ça a une connotation religieuse, mais elle s'appelle comme ça aux États-Unis, dans les pays du nord de l'Europe et dans quelques pays de l'Est de l'Europe qui l'ont adoptée. La loi du bon samaritain, la loi du citoyen secouriste, c'est quoi? C'est le fait pour un témoin volontaire, non professionnel, lorsqu'il porte secours à quelqu'un, d'être exempt de toute poursuite pénale ou administrative, civile. Voilà. Et donc, ça, c'est une loi qui existe dans 2/3 des États des États-Unis et qui répond à un problème. C'est que quand on a un citoyen qu'on a formé, diplômé ou pas, et qui se trouve devant un arrêt cardiaque, eh bien, il y en a 30-40% qui ne passent pas à l'acte. Et ils ne passent pas à l'acte parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de mal. La médecine, pendant des années, mais pas que la médecine, a répété « Ah ben attendez, vous allez casser des côtes, oh là là, vous massez mal, etc. Mais vous risquez d'aggraver, n'y touchez pas. » Et si bien qu'il y a une appréhension du citoyen à passer à l'acte. La loi du bon samaritain, ou la loi du citoyen sauveteur, donne un éclairage positif à l'action du citoyen. Jusque-là, c'est l'obligation de porter secours. C'est-à-dire, on vous menace
de pas faire parce que vous faites pas quelque chose. Mais mais on vous dit pas, eh bien, allez-y, on vous soutient. C'est une autre manière pour la société de voir cette action non seulement d'empathie, mais d'altruisme vis-à-vis de l'autre. Alors, est-ce que fondamentalement, ça change l'attitude du citoyen ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je suis aussi un vieil enseignant de secourisme. Hein. Je peux vous dire que la première question que posent tous les gens à qui on enseigne le secourisme, ah oui, mais alors là, je vais faire des bêtises. Et là, après, on va me poursuivre. Alors, on a beau leur dire, mais en France, il n'y a jamais personne n'a été poursuivi par aucun tribunal, quelque tribunal que ce soit, pour un geste qu'il aurait mal fait au moment de porter secours. Mais c'est jurisprudentiel. C'est-à-dire que ça dépend de monsieur ou madame le juge. Voilà, c'est jurisprudentiel. Et donc, la protection de la loi, vous avez raison de dire que pourquoi faire une loi, mais la reconnaissance de cette prise de risque et surtout l'assurance que cette prise de risque va être couverte, je pense que ça peut aller dans le bon sens. En tous les cas, c'est ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si Braun est d'accord, mais dans le rapport que j'ai fait sur le secourisme, j'ai promu la loi du bon samaritain. Et on m'a tout de suite arrêté en disant non, il ne faut pas que ça s'appelle la loi du bon samaritain. Samaritain, c'est une connotation trop religieuse. Alors ça m'a amusé de voir que notre député a choisi le secouriste citoyen. Voilà. Mais moi, ça me plaît bien aussi parce que dans le secourisme, il y a une citoyenneté qui est évidente. Alors, docteur Braun, puisque vous avez été interpellé. Oui, très honnêtement, je suis assez perplexe parce que, effectivement, j'entends les arguments, je les partage totalement. On a aussi en France l'inverse, c'est-à-dire la non-assistance à personne en danger. Alors, comment les choses vont s'articuler ? Effectivement, d'un côté, on punit, de l'autre côté, on soutient un peu. Bon, dont acte. Moi, je crois que ce qui est vraiment important, c'est l'engagement du citoyen. Idéalement, un petit peu encadré quand même. On peut, avec son téléphone aujourd'hui et demain plein d'autres outils, contacter soit les sapeurs-pompiers, soit le SAMU en fonction des circonstances et avoir quand même ce regard extérieur, cette couverture extérieure. Bien sûr, sur le massage cardiaque, il vaut mieux un mauvais massage que pas de massage du tout. Les défibrillateurs automatisés ne choquent que ce qui est choquable. Maintenant, après, il y a plein d'autres gestes. Souviens-toi, on avait eu des discussions longtemps sur redresser ou pas la tête en cas d'accident, etc. Où là, il faut probablement être un peu plus prudent, ou en tout cas, sans vouloir être timoré, être vraiment bien sûr de ce qu'on peut autoriser à faire. Alors oui, pour favoriser le citoyen sauveteur, le citoyen secouriste, mais avec quand même toujours une possibilité pour lui de faire appel à une expertise à tout moment. Très bien, merci. Alors, à moins qu'il y ait une dernière intervention, il va être l'heure de clore cette assemblée. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Non ? Oui ? Non ? Eh bien, écoutez, c'est qu'on a été très clair. Merci beaucoup de votre présence et je vous souhaite une bonne continuité, une bonne fin de salon et à très bientôt. Merci à tous.